Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence intitulée Génération Z, Y, X et les baby boomers, comment bien travailler ensemble. Cette conférence est animée par Patrick Charnitsky. Elle s'inscrit initialement dans le parcours de formation qualité destiné aux offices. Il s'agit du module 5, comment bien s'entourer. La démarche qualité comprend en effet un volet sur le management des parties prenantes de l'office, c'est-à-dire nos collaborateurs, et l'implication du personnel. Il s'agit de deux piliers phares de la démarche qualité. Alors plus globalement, on fait actuellement tous le même constat, des difficultés à attirer, à recruter, à fidéliser nos collaborateurs. Ce sujet est d'actualité pour beaucoup d'offices en termes de gestion et de motivation du personnel dans le cadre des recrutements et puis plus généralement dans le cadre de l'organisation du travail. Alors, vous pourrez poser vos questions, observations ou commentaires dans le chat qui se trouve en bas de votre écran et aussi dans la partie questions. Au fur et à mesure de la présentation, je relèverai les questions et les observations et on prendra le temps d'y répondre aux 3 temps prévus à cet effet que Patrick va vous rappeler. Donc, je laisse la parole à Patrick et on s'arrêtera donc à ces 3 temps prévus. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être parmi vous. Alors moi, je suis psychosociologue, j'ai été enseignant-chercheur à l'université pendant une quinzaine d'années et ensuite j'ai quitté l'enseignement et la recherche pour accompagner les entreprises et les organisations sur tous ces sujets de diversité et inclusion. Et le sujet des générations est devenu depuis quelques années un sujet extrêmement important. De par l'allongement essentiellement de la durée des carrières qui fait que on a aujourd'hui en entreprise plusieurs générations qui cohabitent. Et donc le sujet qui se pose, c'est comment faire bien travailler ensemble toutes ces générations avec 2 points d'orgue quand même, comme ça a été dit dans l'introduction, l'attractivité, la rétention des jeunes talents. Et puis la question de l'accompagnement, effectivement, des plus seniors, des boomers, dans leur fin de carrière. Donc effectivement, dans cette présentation qui va nous emmener jusqu'à 14 heures, on va avoir 3 temps et à l'intérieur de ces 3 temps, il y aura des questions-réponses. Alors, j'ai plutôt l'habitude d'intervenir dans des grandes entreprises privées, donc je connais peu, c'est la première fois que j'interviens pour la Chambre des notaires, donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires qui seraient propres à votre organisation et sur lesquels vous auriez des interrogations. Alors, je propose qu'on partage en plus grand le support, voilà. Génération Baby Boomers, X, Y et Z, comment bien travailler ensemble? L'idée, c'est effectivement, alors, est-ce que si j'appuie sur la flèche, ça bouge? Là, ça ne bouge pas. Il faut que j'appuie là, peut-être. Voilà. Donc, on va être en version PDF liée à l'outil, donc il va y avoir parfois beaucoup d'informations sur la même slide. Néanmoins, on a bien ces 3 temps. La première temps, ça va être de se poser la question de savoir est-ce que c'est bien raisonnable de parler de génération tous les 15 ans et de considérer que d'un seul coup, le public se renouvelle, ou bien s'il ne faut pas envisager le sujet un peu autrement. Néanmoins, dans un deuxième temps, parce que nous, on fait beaucoup d'entretiens, de focus group sur des salariés, de dire quelles sont les appétences différentes des 4 générations, en tout cas des 3, puisque les Z, on a finalement très peu de recul vu leur catégorie d'âge en entreprise. Et puis enfin, on abordera la question des stéréotypes. Comment est-ce qu'on peut dépasser les stéréotypes pour améliorer les relations entre les générations? Alors, les 4 générations qui aujourd'hui cohabitent en entreprise, ça permet à chacun de se positionner. Alors évidemment, c'est avec des petits écarts en fonction des études, mais grosso modo, on a commencé à nommer les générations par la génération Y, qui représente aujourd'hui, en termes de catégorie d'âge, les gens qui, en entreprise, grosso modo, ont entre 25 et 40 ans. Pourquoi Y? Parce que le Y, c'est en phonétique le Y américain, puisque vous allez voir qu'on a reproché, on continue à reprocher à cette génération de passer son temps à demander pourquoi, et on verra qu'il y a une vraie raison à ça, d'ailleurs, même si c'est évidemment jamais le cas pour tout le monde dans une catégorie. La génération X, dans l'ordre de l'alphabet, c'est celle qui est venue en appui de la génération Y, les 40-55 ans, les boomers plus de 55 ans, c'est-à-dire la génération née à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et puis donc, par extension à Y et Z et X, on a appelé la génération des moins de 25 ans la génération Z.
Donc ça veut dire qu'on est arrivé au bout de l'alphabet et aujourd'hui, on se demande comment on va appeler la génération d'après, c'est-à-dire les moins de 10 ans. Alors j'ai vu plusieurs choses. A priori, ça a l'air de se dessiner vers la génération alpha. J'ai vu des sociologues appeler la génération reboot quand on est arrivé au bout de l'alphabet. Bon, voilà, c'est très, très anecdotique. Après, la question à se poser, c'est est-ce que effectivement, c'est bien raisonnable de découper ça comme ça en tranches de 15 ans, comme si d'un seul coup, il y aurait une génération spontanée à chaque fois. Alors, ce qui est intéressant avec cette courbe, là, je vous ai amené une courbe dont la forme est relativement pifométrique, mais les chiffres qui sont sur cette courbe sont très, très sérieux. 31 ans, c'est l'âge du premier enfant en France, en moyenne, hein, alors évidemment avec un delta important en fonction du nombre d'années d'études que l'on va faire. 34 ans, c'est en moyenne l'achat du premier, c'est l'investissement pour le premier achat immobilier. Alors l'achat immobilier, c'est pas rien, hein, parce que ça a tendance évidemment à mettre la personne ou le couple dans une situation de charge financière minimum à pouvoir assumer, et donc ça peut amener les personnes à rester comme ça sédentarisées sur des postes, et sédentarisées aussi de façon géographique. 35 ans, c'est l'âge moyen auquel on fait son deuxième enfant, donc il y a en moyenne en France 3,5 ans d'écart d'âge entre les deux enfants, et depuis 2 ans, on est passé en dessous de la barre des 2, hein, puisqu'on est à 1,9. Grosso modo, on va dire qu'on fait 2 enfants. 44 ans, chiffre un peu bizarre, et pardon de le mettre, mais c'est les statistiques et la sociologie est parfois implacable. 44 ans, c'est l'âge moyen du divorce en France, au bout de 9 ans de vie commune, et ça concerne quand même, en tout cas sur les mariages, plus de 50% des couples. Et donc, ça veut dire qu'on est au pic quand même de la difficulté d'équilibre des temps de vie, parce que ça veut dire que là, quand on divorce avec les 2 enfants, on se retrouve effectivement avec une charge sur la carrière importante et en même temps un équilibre des temps de vie assez menacé. 46 ans, c'est l'âge moyen auquel donc le deuxième enfant rentre en sixième. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais ça veut dire qu'on a quand même un peu plus de temps parce que ça veut dire qu'on a 2 enfants qui peuvent techniquement rentrer du collège et du lycée par les transports en commun. Donc, on voit dans les entreprises que c'est un vrai virage. Hein, c'est un moment où on retrouve un peu plus de temps pour bosser. 53 ans, c'est l'âge moyen auquel on finit de payer son crédit. Tout cela est très moyen, évidemment. Et 56 ans, c'est l'âge auquel le deuxième enfant, Tanguy, quitte le foyer. Alors pourquoi cette courbe est intéressante? Parce qu'elle montre bien qu'il y a un embouteillage considérable entre 30 et 45 ans à peu près. Et 30 et 45 ans, c'est pile poil la période dans laquelle on demande aux salariés d'un peu jouer leur carrière. Donc il y a un peu une bizarrerie dans cette histoire qui est de dire c'est au moment où on demande de jouer sa carrière qu'on a un équilibre des temps de vie le plus compliqué. Et surtout quand vous mettez les 3 générations, les aides ne sont pas encore arrivées là, mais on voit bien que ça n'a pas beaucoup de sens de résumer les gens dans une catégorie de 15 ans. Si vous prenez la génération Y, il n'y a pas beaucoup de rapport entre un jeune diplômé célibataire et quelqu'un qui a ses 2 enfants potentiellement en garde alternée. Et donc, c'est évidemment très réducteur de parler de génération. C'est une façon simplifiée d'expliquer comment la société change, mais évidemment que c'est réducteur parce qu'un Y qui serait autour de 32, 33 ans a probablement dans son mode de vie et son mode de rapport au travail plus de points communs avec un X qui est juste derrière, à 2-3 ans près, plutôt qu'avec un Y jeune diplômé qui rentre dans l'entreprise. Donc, on peut se poser la question autrement, et plutôt que de se dire, est-ce que ça a beaucoup de sens de considérer que tous les 15 ans, une génération, elle se renouvelle? Il y a une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, on vit quand même dans un écosystème, et toutes les organisations sont dans des écosystèmes beaucoup plus larges, et dans cet écosystème beaucoup plus large, il y a un rapport au travail et des bouleversements socioculturels qui ont été considérables depuis 20-30 ans. D'abord, une situation économique qui fait qu'aujourd'hui, la promesse tenue par le travail n'est plus tellement, la promesse en tout cas par le travail n'est plus tellement tenue. Il y a des représentations de prise de distance par rapport au travail, le fait que le diplôme soit plus une garantie de bien-être, le fait que le travail soit plus une garantie d'épanouissement, tout ça crée effectivement, et dans toutes les générations, une crise de confiance ou une crise d'engagement par rapport au travail. Des modèles éducatifs qui ont évidemment considérablement bougé. On verra tout à l'heure ce que ça donne pour les Y dont les parents sont nés post-68 et qui créent au niveau sociologique, on le verra comment, un rapport à l'autorité, un rapport à l'autorité, donc à l'autorité managériale qui n'est pas la même, et ce qui évidemment bouleverse le rapport à l'autorité dans l'entreprise ou dans les organisations. La question du bien-être qui a déboulé en entreprise il y a 15 ans, essentiellement par le sujet des risques psychosociaux, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une appétence de plus en plus forte, à la fois dans la société et dans les organisations, autour des sujets de diversité et de qualité de vie au travail, et puis évidemment le digital qui a redistribué les cartes de façon considérable, à la fois sur les
de communication, donc ça c'est très très clair, hein, et on voit bien qu'il n'y a pas une maturité pour le digital qui est la même entre les différentes générations, même si ça ne veut pas dire que tout le monde dans une génération est à l'aise ou bien pas à l'aise. Et puis l'autre effet pervers de l'arrivée du numérique, c'est la question de l'expertise. Alors probablement moins vrai dans vos environnements qu'ailleurs, mais notamment dans les environnements scientifiques, c'est extrêmement intéressant de voir que ces fameux boomers, ils avaient une crédibilité, une notoriété et une confiance en eux qui venait du fait que c'est eux qui avaient les clés de l'expertise un peu de la boutique, et que c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que on n'apprend plus son métier de la même façon, notamment dans les métiers techniques, et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des ingénieurs boomers qui sont remis en cause dans leur savoir et dans leur façon d'être experts par des plus jeunes qui viennent d'arriver. Et ça redistribue les cartes. Alors, si on regarde ces évolutions, on comprend que toutes les organisations sont face à ces mutations très très fortes et tout le monde est impacté, quel que soit notre âge. En revanche, il y a une plus grande capacité, une plus grande audace aux plus jeunes à pouvoir le dire et à revendiquer un nouveau monde, précisément parce qu'ils n'ont pas été câblés avec les codes d'avant. Et donc, plus on est monté en âge dans une organisation, et plus ça veut dire qu'on a subi un modèle qu'il est très compliqué de remettre en cause. Parce que quand on a accepté, par exemple, si je prends cette fameuse question du présentéisme sur lequel on reviendra, et là, vraiment, c'est même avant le Covid, hein, on est dans une société en France, à la différence des anglo-saxons, où la question du présentéisme a toujours été un critère d'évaluation de l'engagement. Hein, la question du le patron premier arrivé et dernier parti, un peu ce qu'on retrouve dans les modèles managériaux à l'ancienne dans les organisations, font que y a cette idée que plus on est présent sur son lieu de travail, plus ça veut dire qu'on est engagé et puis motivé. Vous voyez que si moi j'arrive dans une entreprise et que je n'ai pas subi ça, c'est pas si compliqué que ça de revendiquer qu'on veut être évalué non pas sur le présentéisme, mais sur le travail fait. Peu importe le temps que ça m'a mis de faire ce travail. Mais si on a subi ce système du présentéisme pendant 10, 15, 20 ans, 25 ans, c'est très compliqué à un moment donné de le remettre en cause parce que ça revient à dire que pendant toutes ces années, on a accepté un modèle qui était dysfonctionnel. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une autre lecture des choses. C'est pas tous les 15 ans une génération qui balaye celle d'après, c'est tous les acteurs et les actrices des organisations qui sont impactés, mais avec une audace ou une capacité différente des uns et des autres à pouvoir vivre ces mutations eu égard à ce qu'on a vécu avant et ce qui nous attend après. Pour autant, les relations intergénérationnelles, c'est extrêmement intéressant parce que dans les études que nous on fait, on constate qu'il y a un décalage entre la conception intellectuelle du truc et puis à l'arrivée, comment ça se passe pour de vrai. Quand on on a fait une étude en 2016 pour l'IMS avec un réseau d'entreprises, on leur demande qu'est-ce que d'après vous apporte l'intergénérationnel dans les équipes, c'est ce que vous avez en vert. Alors pardon, c'est peut-être un peu petit, mais c'est ce que vous avez en vert. Alors je ne vous ai pas dit au début, mais vous aurez une version PDF de ce support évidemment. Une opportunité d'enrichissement réciproque, une source d'innovation et de créativité, un atout de performance. Donc il y a bien, et aujourd'hui on le voit avec tous les critères de la diversité, on voit bien qu'il y a une maturité forte à comprendre que se mélanger, c'est apporter de la richesse, voilà, pour le dire au sens large. Et franchement, c'est une idée relativement intuitive. Si vous faites travailler des gens en bonne intelligence et qui sont différents les uns des autres, mécaniquement, ils apportent de la richesse, de l'innovation, parce qu'ils n'ont pas été fabriqués pareil, et donc on a une vision du monde qui n'est pas la même, on a une vision des expériences qui n'est pas la même, on a une culture qui n'est pas la même, et donc le mélange crée évidemment de la richesse. Ça, c'est la lecture à froid et la lecture intellectuelle. D'accord ? Après, quand on leur demande est-ce que vous y voyez des impacts négatifs, ils disent difficulté pour gérer l'égalité de traitement et puis effectivement une contrainte pour le management. Là, ça devient intéressant parce que là, on passe de la posture intellectuelle, de la compréhension de la richesse que représente la diversité des âges à quelque chose qui est le quotidien dans les équipes. Pour de vrai, c'est compliqué, par exemple, de gérer la distinction entre les jeunes parents et puis ceux qui ne le sont plus, en termes d'équilibre des temps de vie, par exemple. Puis ça peut être très compliqué de gérer des gens qui ont 10, 20, 30, 40, 35 ans d'écart d'âge et qui peuvent avoir des petits problèmes de communication ou pour se comprendre, parce que moi, en tant que manager dans mon équipe, c'est moi qui dois le gérer au quotidien. Et on voit bien cette
difficulté qu'on retrouve avec beaucoup de sujets de la diversité, hein. On le retrouve avec la mixité homme-femme, on le retrouve avec le handicap et on le retrouve aussi très fortement avec la diversité socioculturelle, qui est de dire je comprends la richesse et en même temps c'est pas si simple. Et quand on demande, quand on fait une méta-analyse de tous les questionnaires que nous on fait sur la discrimination, c'est-à-dire sur l'impact négatif que peut avoir la difficulté à bien s'entendre entre les générations, ben on a quand même 28% des managers qui nous disent oui, on m'a déjà rapporté un cas de discrimination lié à l'âge. C'est quand même pas rien, hein. Ça veut dire que c'est plus entre un quart et un tiers des gens, des entreprises qui nous disent, en tout cas des salariés des entreprises qui nous disent oui, il peut y avoir de la discrimination liée à l'âge, ce qu'on va appeler l'agisme, parce que vous voyez que quand on leur demande de quel groupe il s'agissait, ben pour 68% des cas, les groupes qui sont plus souvent victimes de discrimination, ce sont les seniors. Alors c'est intéressant parce que ça dit quelque chose sur le fait que nous sommes dans une socioculture dite jeuniste, hein, avec des codes très très forts sur le dynamisme, la beauté physique, le digital, la capacité à être agile, etc. Et qui véhiculent, quoi qu'on dise, alors c'est vrai dans l'entreprise et puis à l'extérieur, une sorte de code jeuniste qui consiste à déclasser les gens à partir du moment où ils ont un certain âge. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça ne correspond à aucune réalité scientifique, intellectuelle ou neurologique, hein. Il n'y a aucune donnée qui démontrerait que passé un certain âge, on perdrait X% de quotient intellectuel. Les neurosciences sont tout à fait au clair avec ça. Nous développons des connexions entre nos neurones toute notre vie. C'est bien la raison pour laquelle on peut continuer à apprendre à jouer du piano à 80 ans, hein. Donc ça veut dire qu'on développe des connexions neuronales toute notre vie, mais qu'en réalité, c'est à partir de 25 ans que le stock de nos neurones va décliner. Donc ce n'est pas autour de 45 ou 50 ans qu'il se passe quelque chose, c'est toute la vie. Alors évidemment, plus vous développez des connexions neuronales, mais sur un stock de neurones qui diminue. Donc mécaniquement, ça explique pourquoi c'est plus compliqué d'apprendre une langue étrangère, de faire du ski ou de jouer du piano à 80 ans plutôt qu'à 8 ans. Mais ça ne veut pas dire que passé un certain âge, on est moins compétent intellectuellement, qu'on a moins de mémoire, qu'on est moins ceci ou cela. Par contre, plus, on le reverra tout à l'heure dans la troisième partie, il est clair que si moi, 55 ans, je suis dans une organisation très très jeuniste, qui me renvoie toute la journée des codes sur le fait que c'est mieux d'être jeune plutôt que vieux, alors oui, ça peut poser une enclume sur mes épaules qui va finir par s'enfoncer et m'auto-persuader que finalement, je suis moins compétent. Et on verra comment ce phénomène de stigmatisation peut créer effectivement, parfois, du désengagement, du découragement, voire une difficulté à travailler pour les gens passé l'âge, passé la date de péremption. Est-ce que vous avez à ce stade des questions ou des commentaires sur ce premier temps? Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je regarde les questions. Patrick, on n'a pas de questions ou de commentaires à ce stade. Ouais. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat ou est-ce que... Voilà. Moi, j'en profite pour faire juste une petite remarque. C'est que je crois que, ce que je comprends, c'est que se mélanger, en fait, c'est vraiment une force. Et je crois que dans nos études, on a vraiment intérêt à prendre conscience de ça parce qu'on a des générations jeunes qui sont très habiles en informatique, en communication, et c'est un plus. Mais on a des générations qui ont l'expérience, et dans le notariat, on sait qu'on a quand même un certain nombre de règles à connaître. Et je pense que ce mélange des deux doit être intégré, qu'en tant que manager, on a intérêt à mettre en valeur les compétences de chacun et l'apport que chacun peut avoir vis-à-vis de l'autre. Je crois que ça, c'est un petit résumé de ce que vous venez de nous dire pour nos offices. On est en plein dedans. Absolument. Alors, oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. De toute façon, on n'a rien inventé de mieux que de se parler et de se découvrir mutuellement. Quand on reste sans se mélanger, on alimente des stéréotypes. Voilà, très, très clairement. Et ça veut dire qu'on imagine l'autre à travers son propre prisme. Et c'est ça qui est très, très intéressant. C'est qu'on le reverra tout à l'heure avec les stéréotypes, mais je peux vous raconter une anecdote intéressante. Dans un cabinet de conseil, il n'y a pas longtemps, un associé me dit on a recruté un petit jeune là, il m'énerve. C'est intéressant parce que je dis mais pourquoi il vous énerve? Il m'énerve parce qu'il est toute la journée avec la musique dans les oreilles, devant son écran d'ordinateur et avec son téléphone et puis WhatsApp au bout du bras et ça m'énerve. Vous voyez? Alors je dis d'accord, mais est-ce qu'il travaille bien? Oui, il travaille très bien. Bon, est-ce qu'il enlève son casque dans les réunions? Bah oui, je dis donc en fait il n'y a pas de problème. Et ce monsieur me dit il n'y a pas de problème mais ça m'énerve.
Vous voyez. Et donc, c'est hyper intéressant parce que quand on creuse un petit peu, j'ai affaire à un monsieur qui est bienveillant, hein, qui est adorable, hein, mais qui est agacé. Voilà. Et je lui dis, je creuse un peu le sujet avec lui et je comprends parce que je savais ce qu'il allait me dire. Il me dit, je ne comprends pas comment on peut travailler intelligemment avec de la musique forte dans les oreilles. Il me dit, moi, je ne pourrais pas le faire. Vous voyez. Et c'est exactement ça, la diversité. Je lui dis, OK, alors, je prends la peine de lui expliquer un peu ce que je vous ai expliqué avec les neurosciences. Je lui dis, vous savez, notre cerveau, c'est un organe plastique, c'est-à-dire que les connexions qu'on fait dans notre cerveau, enfin, en fait, l'anatomie de notre cerveau se développe au regard des stimulations sensorielles extérieures. D'accord? Ça veut dire que nos capacités mentales et cognitives sont complètement liées à comment notre cerveau interagit avec le monde extérieur. Ce qui veut dire que la qualité des stimulations détermine le fonctionnement de notre cerveau. Et je lui dis à ce monsieur, on a à peu près le même âge, et nous, on a été élevés avec 3 chaînes de télé en noir et blanc et pas d'Internet. Eux, ils ont été élevés avec 200 chaînes, le PC sur les genoux et le téléphone. Et moi, je suis comme vous. Quand mes enfants adolescents regardent un film en VO, ils le comprennent aussi bien que moi, alors qu'en même temps, ils ont leur PC et le téléphone, et ça m'énerve. Vous voyez. Et donc, je lui dis, mais en fait, il ne faut pas chercher à comprendre ou à interpréter le comportement de quelqu'un de 23 ans avec son prisme de 55 ans. Et donc, le mieux, c'est de se mélanger, c'est-à-dire de le questionner. Comment tu fais pour travailler avec la musique? Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que quand on est allé voir ce petit jeune, comme il l'appelle, il nous a répondu, ah ouais, mais moi, le silence me stresse. Vous voyez. Moi, je n'arrive pas à travailler si je n'ai pas de la musique, parce que la musique me permet de me concentrer. Et là, on a tout compris, en fait. On n'est pas câblé pareil. Et la diversité, c'est juste accepter que l'autre soit différent de moi et rentrer dans le prisme de l'autre. Et ça ne peut se faire que par le dialogue et donc que par le mélange. Oui, très bien. Alors, Viviane Beuzelin nous fait un commentaire également, tout à fait en phase avec ce qu'on vient de dire, à savoir que cette analyse permet de réconcilier en fait les intérêts de chacun et avoir des éléments de langage aussi lors des réunions avec le Bien personnel. sûr. Donc, Bien sûr. voilà, je pense qu'on a… On verra tout à l'heure dans les solutions comment on peut se mélanger un peu plus, parce qu'il y a 2 façons de faire. Il y a une façon très formelle. On peut composer des groupes, on peut faire des groupes projets. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises sur des dispositifs de mentoring, donc accompagnement des plus jeunes, et de reverse mentoring, comment des jeunes peuvent accompagner des gens plus seniors, notamment, comme vous le disiez, sur le digital. Et puis, il y a des façons plus implicites de créer le mélange. Hein. Il y a aussi tout ce qui est extra-professionnel et tout ce qui est effectivement le partage et la cohésion dans les équipes et plus largement. On verra ça tout à l'heure dans les solutions. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que quelqu'un est en train de taper une question. On les reprendra au fur et à mesure, évidemment. Je les note. Hein. OK. J'avance et puis on reprendra peut-être le commentaire de Malika. OK. Alors, pardon, hein, encore une fois, c'est un PDF, donc il y a beaucoup de choses qui vont apparaître en même temps. Dans cette deuxième partie, ce que je vous propose quand même, parce que nous, on fait beaucoup de focus group et on fait beaucoup d'entretiens individuels, là, je vous ai amené des verbatims. Alors, des verbatims ne font pas science, hein, on est d'accord, mais ça veut dire que derrière, on a des tas d'études qui vont dans ce sens-là. Je vous propose de regarder un peu les attentes exprimées, ou pas d'ailleurs, par chacune des 3 générations. Encore une fois, mon but, ce n'est pas de dire tous les boomers sont comme ça, mais c'est de faire évidemment des statistiques, enfin de regarder ce qui se joue au niveau global. Dire que dans une génération, on pense un peu comme ça, dire par exemple que les femmes sont plus empathiques que les hommes, c'est vrai au niveau statistique si vous faites des tests de personnalité, parce que les hommes et les femmes ne sont pas effectivement construits et câblés pareil. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont empathiques et que tous les hommes manquent d'empathie. Ça veut dire que c'est des tendances générales. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre les slides qui vont arriver. Qu'est-ce qu'ils disent les boomers quand on les interroge? Ils disent 2 choses. Ils disent « je veux faire des choses qui me plaisent et surtout je veux continuer à être formé et je veux continuer à être accompagné. » Vous voyez, je ne cherche pas l'argent ou la promotion verticale, je veux faire mon travail sans jamais m'ennuyer. Il me reste 3 ans à faire avant la retraite, donc ma motivation, c'est l'intérêt du travail, me provoquer des propres challenges. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est toujours ce qu'on retrouve dans le discours. J'ai 55 ans, il me reste potentiellement 6-7 ans à faire et ça va être l'enfer si je ne fais pas quelque chose de nouveau. Si on me fait comprendre que je suis là que pour attendre la retraite et que je suis mis au placard, je vais souffrir. Et les entreprises ont besoin aujourd'hui et les organisations ont besoin de travailler sur la continuité de cet accompagnement. Parce que l'allongement de la durée des carrières a créé effectivement ce phénomène-là où des gens finissent
sont obligés de rester plus longtemps que prévu et rien n'avait été prévu dans ce sens-là. C'est très très important de comprendre cette volonté de continuer à être formé, mais ça nécessite un truc, c'est de casser le plafond de verre qui est lié à l'âge. Le plafond de verre, je ne sais pas si l'expression vous parle, mais c'est une espèce de paroi horizontale invisible qui est née autour du sujet du sexisme et autour du sujet de l'absence des femmes dans les instances de direction. Donc le plafond de verre est né dans ce champ-là. Mais le plafond de verre montre que, effectivement, dans les organisations, il y a une promotion des femmes et des hommes Bac+5 qui sont à peu près la même, à peu près jusqu'au management de proximité, c'est-à-dire autour de la quarantaine, et puis d'un seul coup, tac, ça casse, et quels que soient les environnements. C'est intéressant parce que ce plafond de verre, vous ne le retrouvez pas uniquement lié au genre, vous le retrouvez aussi lié à l'âge, et vous le retrouvez lié au handicap, etc. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui ont un espèce de plafond de verre implicite, sans pour autant que ce soit écrit nulle part, mais où on fait comprendre aux gens, essentiellement par des discussions implicites à la machine à café, que passer un certain âge, c'est terminé. Il n'y aura plus de promotion, il n'y aura plus d'évolution, etc. Et alors ça, en termes de désengagement, en termes de démotivation, voire effectivement de ce qu'on appelle le bore-out. Donc, ce n'est pas le burn-out, ce n'est pas trop de travail, c'est le bore-out, c'est une expression qu'on utilise pour qualifier une posture un peu d'ennui, de routine dans le travail. D'accord ? Donc ça, première demande extrêmement forte, on veut être formé, accompagné. Et puis, deuxième demande extrêmement forte de ces boomers, ils disent on attend une reconnaissance. On attend une reconnaissance du savoir-faire verbal et financière, de la considération. On a fait ressortir les expertises de chacun pour que les seniors puissent aider les autres membres de l'équipe. Du coup, ils sont motivés car on les valorise beaucoup. C'est exactement ça le mélange Delphine, que vous évoquiez, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aller chercher dans chacune des générations ce qu'elle peut apporter. Certains vont apporter le digital, certains vont apporter la cohésion, certains vont apporter l'expertise, et aucun apport n'est à négliger par rapport aux autres, aucun apport n'est plus noble que les autres. Si un apport est plus à la mode, ça ne veut pas dire qu'il est plus noble, ça veut dire qu'il est plus dans l'air du temps. Mais il y a comme ça cette demande de reconnaissance, et c'est très intéressant parce que ces boomers, même, ils disent, mais nous, on a de l'énergie encore. On veut bosser. On ne veut pas être mis au placard. Un jour, je faisais une conférence, c'était extrêmement intéressant parce qu'un monsieur sort et à la fin de la conférence me dit, alors je vais vous le dire avec ses propres mots, hein, mais il me dit, vous savez, je me sens beaucoup plus efficace, j'ai 55 ans, et je me sens beaucoup plus efficace et performant que quand j'en avais 35 ou 40. C'est évidemment intéressant. Pourquoi ? Il me dit parce que, effectivement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai plus de stress, en fait. Ma maison est payée, mon couple est solide, mes enfants, leurs études sont terminées. Je sais qu'on ne va pas se débarrasser de moi dans mon entreprise parce que j'ai trop d'ancienneté. Et du coup, et en plus, vu mon âge, on arrête de m'embêter, entre guillemets, avec ma carrière. On arrête de venir me chercher sur le terrain il faut que tu progresses, blablabla. Et il dit, en fait, je suis beaucoup plus détendu. Je dors mieux, j'ai moins de stress, et de fait, j'ai un cerveau qui tourne plus vite et qui est beaucoup plus efficace. C'est hyper intéressant parce que ça montre encore une fois que tout cela n'est pas une affaire d'âge, tout cela est une affaire de charge mentale. Et effectivement, passé un certain âge, on a une charge mentale qui s'allège. Et c'est très intéressant de miser parfois sur cet allègement de la charge mentale des plus seniors, parce que de fait, ils sont plus disponibles parfois que quand on est dans cette fameuse embouteillage dont je vous parlais tout à l'heure, entre 30 et 45 ans. Alors, si on regarde maintenant les attentes de la génération dite X, hein, donc là, on est sur des attentes que j'ai appelées des attentes compensées. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces X, ils vivent dans un entre-deux générationnel qui n'est pas forcément très confortable. Alors, je peux vous prendre une métaphore, hein, c'est l'adolescent qui... vous avez un repas de famille un dimanche avec plein de gens, et puis vous avez les ados. Bon, et les ados, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, soit on les met à table avec les petits, avant, hein, vous savez, parce qu'on ne peut pas tous tenir à table, alors on les met dans le salon, manger sur la table basse avec les petits, ou on les fait manger à table, sauf que l'adolescent, avec les petits, évidemment, il s'ennuie. Il s'ennuie et puis il le vit mal. Il le vit mal parce que la problématique identitaire d'un adolescent, c'est qu'il ne veut plus être assimilé aux petits. Bon, alors on se dit, on va le mettre à table avec les adultes. Mais si on le met à table avec les adultes, il va s'ennuyer quasiment autant, et puis nous, on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on ne peut pas raconter toutes les bêtises qu'on a envie de dire. Bien. Ce syndrome de l'adolescent entre deux, eh bien, vous le retrouvez un peu, d'une autre façon évidemment, avec la génération X. La génération X, c'est la génération qui est coincée entre les dispositifs d'accompagnement pour les plus jeunes
et des dispositifs d'accompagnement, enfin d'intégration ou d'accompagnement pour les plus jeunes et des dispositifs d'accompagnement pour les plus âgés. Et puis, entre les deux, bah, vous avez cette espèce de tranche d'âge, de génération qui n'a aucun dispositif. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas d'action. Moi, je ne connais pas effectivement d'entreprises qui mettent des actions en place d'accompagnement de cette catégorie d'âge. Et c'est très paradoxal parce qu'en réalité, cette génération X, elle représente la majorité du corps des managers de proximité. Et dans les organisations, c'est eux qui ont un peu les clés de la boutique. Parce qu'ils sont là pour faire le lien, ils sont à la fois experts et puis encore assez jeunes, et ils sont les plus proches, a priori, même si vous allez voir de façon contre-intuitive que ça ne marche pas bien, avec les Y. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se retrouvent dans une stratégie de compensation. Et on va voir quel impact ça a dans les relations que les X peuvent avoir avec les autres générations. Les X, ils sont à la fois dans le rejet des Y parce qu'ils disent bah, eux, ils ont le droit à des choses que nous, on n'a pas eu. Et ça, c'est flagrant. Et vous allez voir à quel point ça crée des tensions, statistiquement, encore une fois, entre les Y et les X. Je pense au temps de travail ou je pense, par exemple, au congé paternité. Le congé paternité, c'est un exemple extrêmement intéressant. Le congé paternité a été voté en France il y a un peu plus d'1 an. Enfin, le rallongement du congé paternité a été voté puisqu'il était de 11 plus 3 jours avant, il est passé à 28 jours. Vous êtes père aujourd'hui, vous avez le droit à 28 jours à l'arrivée de votre enfant. Ceux qui ont été pères il y a 30 ans ne peuvent pas être jaloux, quoi, parce qu'ils ont conscience que la société a bougé et que c'était il y a trop longtemps. Et à la limite, ils sont contents parce qu'eux-mêmes sont grands-parents. Et donc, ils sont contents pour leurs enfants qui ont effectivement cet avantage d'avoir les 28 jours de congé paternité. Mais vous prenez un X qui a 40 ans et qui a eu ses enfants il y a 3-4 ans, bah lui, il n'a pas eu ce congé paternité, mais sauf que c'était avant-hier. Et donc, cette espèce de proximité crée une espèce de difficulté à accepter l'idée qu'à quelques mois ou quelques années près, eh bien, cette génération Y, elle a plein d'avantages que nous, on n'a pas eu, que les X n'ont pas eu. Et c'est vrai pour le temps de travail, c'est vrai pour ce fameux congé paternité. Donc, à la fois, ça les met dans une posture, on va le voir, de rejet par rapport au Y, et à la fois, ces X se disent, mais moi, je ne suis pas vieux encore. Donc, cette espèce d'entre-deux qui consiste à dire je ne veux pas être assimilé aux plus jeunes parce qu'ils ont des tas de stéréotypes envers eux, et puis je ne veux pas non plus être assimilé aux boomers. Donc, l'attente majeure qu'on recueille de cette génération, c'est de dire on existe aussi, quoi. Voilà. Il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les vieux, il y a aussi nous, et dans cet entre-deux, on aimerait bien avoir une place dans cette organisation et on aimerait bien exister. Enfin, si on regarde maintenant les appétences des Y, alors on va s'y arrêter un peu plus longtemps, parce que c'est aussi le sujet majeur qui vous préoccupe par rapport à l'attractivité, à la rétention des talents et à la montée en compétences. Il y a 3 attentes exprimées alors, dans toutes les études aujourd'hui. Excusez-moi, aujourd'hui, on a beaucoup de sondages qui sont faits par Universum. Alors, Universum, c'est un indicateur tous les ans qui questionne 30 000 étudiants en dernière année, soit d'école de commerce, soit d'école d'ingénieurs. Malheureusement, on interroge finalement assez peu les universitaires sur leurs attentes. Vous avez les études de Glassdoor et puis vous avez comme ça des tas d'études qui portent sur les Y et de plus en plus les Z sur leur rapport à l'entreprise. Alors, première chose intéressante, quand on les interroge, c'est qu'ils mettent l'entreprise à distance. Hein. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'entreprise est de plus en plus perçue comme on va dire un mauvais objet parce que probablement qu'avec le temps, le travail ne remplit plus la promesse tenue à la fois par les études, à la fois par l'école et à la fois par le travail, avec évidemment un rôle des parents qui n'est pas toujours idéal. Ce nouveau rapport à l'entreprise, certains parlent d'une quête de sens. Je n'utilise pas tellement ce mot parce que je ne suis pas sûr que, enfin en tout cas moi j'ai jamais vu d'études très très claires montrant que les jeunes ont plus de valeur et de sens que les plus âgés et qu'ils sont intéressés par des choses nobles alors que nous, les vieux, on est intéressés que par des choses pragmatiques. Le meilleur exemple étant le salaire. Hein. On voit de plus en plus de postes montrant que les jeunes disent « Ah non, non, moi le salaire, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est la valeur du travail, etc. etc. » Bon, moi, je n'ai jamais vu d'études montrant ça de façon extrêmement claire. Et quand on voit la précarité, et pardon pour prendre cet ethnocentrisme parisien, mais quand on voit comment le prix du mètre carré a augmenté en 20 ans, on ne comprend pas bien pourquoi un jeune serait moins sensible à son salaire que quelqu'un qui a été jeune il y a 20 ans. Bref. Donc, on voit bien que l'entreprise a changé, que des nouveaux sujets sont arrivés,
qu'aujourd'hui, on va parler de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, de bien-être, de respect des diversités. Et puis, on voit quand même aujourd'hui de plus en plus d'attentes, et ça va être de plus en plus fort chez ces plus jeunes, autour de ce que j'ai mis là, c'est l'ISR, je ne sais pas si ça vous parle, c'est l'investissement socialement responsable. On voit comme ça de plus en plus d'entreprises qui sont valorisées en bourse ou qui génèrent des capitaux ou des investissements, non pas sur leur puissance économique, mais plutôt sur leur valeur éthique et sur leur capacité, parce que beaucoup d'indicateurs sont en train de démontrer que c'est ces entreprises-là qui vont être au top dans 5, 10, 20 ans. Et puis une espèce de guerre des talents qui s'inverse dans certains domaines. Bon, peut-être pas votre cas, mais moi je vois de plus en plus de situations, notamment dans le digital, où aujourd'hui, cette guerre des talents tant annoncée, elle est là, et elle va continuer, hein, puisque, comme évidemment, pas besoin d'être grand démographe pour comprendre qu'avec un taux de natalité à 1,9, et avec le fait qu'on a des taux de natalité en France qui dépendent très fortement de la sociologie des couples, dit autrement, plus on est dans un niveau social élevé, moins on fait d'enfants, et que la réussite, enfin le niveau socio-culturel des parents est encore la variable qui détermine le plus la réussite sociale des enfants. Je ne dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Alors, moins à l'université qu'en école de commerce, bien sûr. Néanmoins, on voit bien que dans certains milieux, on va se retrouver avec effectivement des carences de talent dans beaucoup de domaines. Et donc, ça change aussi la logique et ça change aussi le rapport de force, où dans certains domaines, on a des jeunes diplômés qui ont la main à l'entretien d'embauche. Hein. J'ai un client qui m'a raconté il n'y a pas longtemps, c'est éloigné de votre environnement, mais ça dit quelque chose quand même sur l'état de la situation. Une jeune femme ingénieure qui passe un entretien d'embauche, le recruteur me dit « j'étais trop content parce que ingénieur et femme, on a du mal ». Bon, j'étais content. À la fin de l'entretien, je propose de la recruter et elle répond « mais si je viens chez vous, qui sera mon manager ?» Et donc, le recruteur lui dit, ça sera Monsieur Truc. Et elle dit, je suis allé voir sur les réseaux sociaux, ce monsieur a une réputation très mauvaise, je ne veux pas bosser avec lui. Ça, c'est extrêmement intéressant. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette jeune femme dit non, moi, je ne veux pas travailler à n'importe quel prix. Alors, elle a la chance d'être dans un domaine où tous les jours, elle peut trouver du travail, mais ça dit quelque chose sur ce qui s'annonce aujourd'hui. C'est une génération qui est hyper connectée, et 10 fois plus les Z que les Y, puisque la génération Z, c'est la vraie génération des digital natives, qui sont nés avec des smartphones et avec des tablettes dans les mains. Et c'est une génération qui est très connectée, donc très renseignée. Voilà. Et aujourd'hui, allez vous promener sur Glassdoor, allez vous promener sur le hashtag Balance ton agency, et vous allez voir à quel point une réputation se fait et se défait de l'organisation très vite sur les réseaux sociaux et peut générer comme ça des informations comme des traînées de poudre. Tout ça pour vous dire qu'il faut, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, hein, mon propos n'est pas de vous dire écoutez les Y et faites tout ce qu'ils demandent, ou surtout les Z. Mon propos est de vous dire on ne peut plus aujourd'hui piloter une organisation en étant aveugle de ces évolutions sociétales. Voilà. La deuxième attente très claire, c'est un nouveau rapport à l'autorité. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça s'explique sociologiquement. On a aujourd'hui, et encore une fois, ce n'est pas vrai dans toutes les familles, mais il se trouve que la génération post-68 a cassé des codes éducatifs, et a cassé des codes éducatifs qui ont été beaucoup encouragés d'ailleurs par des pédopsychiatres et par des psychologues. Je pense notamment à Françoise Dolto, qui est célèbre pédopsychiatre, qui a beaucoup vulgarisé la question de l'éducation des enfants, avec essentiellement ce concept qu'on peut résumer par l'enfant est une personne. Et ça a considérablement modifié les codes de l'éducation dans les foyers. Pas dans tous les foyers, mais dans beaucoup de foyers. Assouplissement du cadre éducatif, libération de la parole, c'est-à-dire l'enfant est une personne, il peut s'exprimer. Alors, il ne dit pas les mêmes choses, il ne les dit pas avec les mêmes mots, mais quand on est à table en famille, il peut parler autant que parlent les adultes. Moi, je suis d'une génération, vous voyez, où ce n'était pas le cas. Hein, où quand on était un enfant à table, on mangeait, on avait ses mains à la place sur la table, et puis on laissait parler les grandes personnes. Hein, et puis on demandait l'autorisation pour quitter la table. Je ne dis pas que c'était mieux, je pense même que c'est mieux aujourd'hui de laisser à l'enfant une place, parce que c'est plus épanouissant d'un point de vue psychologique, mais évidemment que si on élève un enfant depuis tout petit dans une logique de négociation de tout, ce qui est le cas, hein, pourquoi est-ce que je te demande de te brosser les dents? Et on va expliquer, on va être pédagogue, on va dire il faut se brosser les dents parce que les caries, blablabla, là où peut-être qu'avant on ne faisait pas cet effort de pédagogie. Hein, on disait fais-le parce qu'il faut le faire, point, mais sans expliquer.
Aujourd'hui, les enfants sont élevés, et c'est une bonne nouvelle, hein, avec beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, de plus en plus. Alors évidemment, si depuis l'âge de 2 ans, j'ai été élevé avec ce rapport à une autorité qui discute, qui négocie, avec laquelle je peux interagir, auprès de laquelle je peux exprimer mon opinion, si j'arrive à 25 ans dans une organisation où ce n'est pas le cas, où je me retrouve avec des chefs ou des managers qui n'ont pas cet accompagnement et qui n'ont pas cette capacité à entendre mes questions, ça va être très, très compliqué. Et là, vous avez une fracture violente qui peut se faire entre ces jeunes gens qui arrivent avec une appétence de pédagogie et de compréhension, et puis des gens qui peut-être n'ont pas été habitués à manager ou à diriger de cette façon-là. C'est comme ça qu'est né le concept de la génération Why, le pourquoi. Pourquoi tu me demandes de faire les choses ainsi? Et si un manager répond parce qu'on a toujours fait comme ça, vous voyez bien que ce jeune, il ne comprend pas et qu'il va le percevoir évidemment comme une forme de fermeture et comme une incapacité à entendre ce qu'il a à dire ou ce qu'il a à penser. Et peut-être qu'il va aller chercher ailleurs un environnement beaucoup plus accueillant par rapport à son âge. Donc là, il y a quelque chose à réinventer dans les organisations. Et encore une fois, ça ne veut pas dire créer l'anarchie totale, laisser faire tout et n'importe quoi par n'importe qui. Ça veut dire quand même apprendre à manager, à accompagner, à encadrer avec plus d'écoute, plus de feedback, avec plus de dialogue et surtout avec plus de pédagogie dans les choix qu'on fait. On peut, quand on est chef, prendre des décisions. Mais quand on prend une décision, elle ne doit plus être donnée de façon dogmatique, elle doit être expliquée et justifiée. Enfin, troisième attente importante et non des moindres de cette génération qu'on retrouve dans toutes les études, c'est la question du rapport au temps. La question du rapport au temps, elle est intéressante. Alors, même si ce n'est pas votre environnement, parce que je n'ai pas trouvé de stats sur votre environnement, mais quand on regarde le tableau du bas, alors pardon, c'est petit et accessoirement c'est en anglais, ça c'est l'étude Universum qui est faite tous les ans. C'est le dernier stade que j'ai eu avant le Covid, parce qu'évidemment le Covid a encore plus accentué les choses. Mais c'est intéressant quand vous demandez à des étudiants quelle est votre motivation première à rejoindre une organisation ou une entreprise. Pour 57% d'entre eux, la première motivation exprimée, c'est l'équilibre des temps de vie. L'équilibre des temps de vie. C'est des gens qui ne veulent plus de cette logique du présentéisme, qui ont compris qu'ils étaient dans un environnement très digital et que du coup, il est de plus en plus possible de travailler n'importe où et n'importe quand et qui veulent plutôt ce qu'on appelle du flexi-work. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une génération un peu comme avec l'écologie qui est en réaction et en rebond avec la génération d'avant. Hein, c'est une posture qui est en rebond avec ce qu'ils ont vécu eux en tant qu'enfants. Moi, j'en ai un jour qui m'a dit, à cause de leur travail, je n'ai pas connu mes parents, je veux connaître mes enfants. Vous voyez, c'est assez violent comme propos. Mais ça dit quelque chose sur le fait qu'on ne veut pas reproduire ça. On ne veut pas reproduire un modèle. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant qui est, dans beaucoup d'environnements, une forme de rationalisation par rapport au salaire. Il y a des tas d'environnements où, effectivement, on a, année après année, demandé aux jeunes gens de plus en plus d'implication en termes de temps de travail, sans avoir, effectivement, un salaire qui était ajusté. Et donc, il y a à un moment donné un rapport qui est calculé, qui consiste à dire, OK, mais si ça ne suit pas, ça ne vaut pas le coup. Donc, j'ai la conviction qu'on est sur une tendance de fond, qu'on est sur une tendance durable, et il faut que les organisations réinventent le rapport au temps, intègrent le digital dans la façon de travailler de plus en plus, et comprennent qu'on a affaire à des gens qui veulent être évalués sur les résultats, plus que sur le temps passé à aboutir à ces résultats. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement, pour moi, important à entendre. Voilà, est-ce que sur ces 3 niveaux d'appétence, il y a à nouveau des questions ou des commentaires? Alors, pour reprendre peut-être le commentaire de Malika Bellili, Patrick, elle écrit, donc parfois elle a l'impression d'utiliser les mêmes mots qu'eux, alors je pense en référence à peut-être la nouvelle génération, mais de ne pas parler le même langage. Et oui. Voilà, problème de compréhension là. C'est très, très classique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il peut y avoir des postures assez défensives, de clan, un peu clanique, hein, qui consiste à dire, vous pouvez faire semblant d'être jeune, mais vous ne l'êtes pas. Voilà. Ça peut être un peu violent, hein, mais vous pouvez essayer, mais pour de vrai, vous ne l'êtes pas. On a tous vécu ça au moins une fois, pour ceux qui ont des enfants, au moins adolescents, hein, ce sentiment comme ça de ne pas partager alors qu'on a l'impression que, hein, d'accord. Et ça, c'est effectivement... c'est quand même intéressant de comprendre que dans les sujets de diversité, il y a toujours la question de l'entre-soi. Je m'explique. Si on a fait la démonstration que la diversité au niveau intellectuel est une richesse,
la richesse intellectuelle qu'elle produit peut se confronter à un moment donné à la question du confort. Et il faut être honnête avec ça. Il ne faut pas considérer que être tout le temps avec des gens différents de nous, c'est confortable. C'est pas vrai. L'entre-soi peut être confortable. Vous voyez, je peux vous donner un exemple assez idiot. J'étais très peiné le jour de la mort de Jean-Pierre Bacry. Je le partage avec la jeune femme que je manage et elle me dit, c'est qui Jean-Pierre Bacry? Bon. Alors, c'est pas très grave, hein, je m'en suis remis. Mais vous voyez, pour moi, ça aurait été beaucoup plus agréable de dire à quelqu'un qui le connaissait et qui peut-être même m'aurait dit, ah ouais, moi je l'aimais beaucoup aussi, qu'est-ce que c'est triste, tu te rappelles dans ce film. Et là, il y a un truc qui se passe entre nous. Donc, il faut comprendre hein, que l'entre-soi, c'est du plaisir. Faire une blague quand personne ne la comprend eu égard à la culture qu'on a, c'est pas agréable. Raconter un film qu'on est allé voir alors qu'on est le seul à aimer les films roumains des années 50, c'est pas agréable. Donc, l'entre-soi est plaisant. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, vous remarquerez à quel point nous vivons dans un entre-soi. On vit dans des quartiers qui correspondent grosso modo à un loyer qui correspond à un tiers de notre salaire. On va au même endroit en vacances. Nos enfants ont des copains qui sont à peu près du même niveau social avec eux à l'école. Bon, cet entre-soi, il est comme ça. L'entreprise, elle ne peut pas se satisfaire. L'organisation ne peut pas se satisfaire de l'entre-soi. Premièrement, parce qu'elle recrute les gens sur des compétences et que ces compétences, elles sont diffusées de façon hétérogène. Et deuxièmement, parce qu'elle est en train de comprendre que le mélange, c'est de la richesse. Et donc, ça coince parce qu'effectivement, il peut y avoir comme ça des conflits qui se mettent parce qu'on demande aux gens de sortir de leur boîte, de sortir de leur zone de confort. Et pour revenir à ce que disait Malika, ce qui peut être à un moment donné très très compliqué, c'est que s'il y a une norme qui va s'installer, bah, j'ai envie, moi, de pouvoir rentrer dans cette norme et de communiquer. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai le pouvoir, bah, je n'ai pas forcément envie de partager ça. On a ce phénomène-là avec des femmes, par exemple, qui, pour arriver à des instances de direction, prennent des codes très masculins, malgré elles, hein, parce qu'elles ont compris inconsciemment que pour se faire accepter par les hommes, il faut qu'elles deviennent un homme. Mais à l'arrivée, elles sont toujours déçues parce qu'à l'arrivée, elles ne deviennent pas des hommes pour de vrai. Et là, c'est un peu ce que vous expliquez avec ce sentiment-là. Je pense effectivement à la génération Z, étant moi-même une génération X. Oui, bien sûr, que là le gap, il est fort. Alors, je ne sais pas, Delphine, à quoi vous réagissez en disant tellement. Tellement vrai, peut-être. Vous devez être d'accord avec un truc que j'ai raconté. Mais... Donc voilà, ça explique pourquoi ce n'est pas si simple, en fait. Hein. Après, peut-être que aussi il faut intégrer le fait d'avoir de l'autorité n'exclut pas d'avoir un peu d'explication derrière. On a un peu cette image-là de donner un ordre et de vouloir que les choses se fassent. Peut-être qu'on peut assumer le fait de donner des directives et puis des directions, on va dire, tout en acceptant aussi d'aller expliquer pourquoi on fait ça, de désacraliser le petit chef, en fait, qui aujourd'hui n'a peut-être plus trop de sens. Je ne peux être que d'accord avec vous et je pense que vraiment, là, vous mettez le doigt sur un levier pour vous, enfin pour vous ou pour toutes les organisations, extrêmement important de fidélisation, bien sûr, évidemment. Et sans oublier l'autorité qui est là et sans avoir à décider tous ensemble, parce que parfois on a peur de ça, je crois. Bien sûr. Mais autorité ne veut pas dire autoritarisme. Voyez, voilà, c'est peut-être ça. L'autoritarisme, c'est la posture. C'est la posture un peu dogmatique qui consiste à dire je suis le chef et j'ai raison. Mais pourquoi on fait ça? C'est comme ça. Vous voyez, c'est ça dont on ne veut plus. Mais vous savez, hein, quand je fais des focus group avec des seniors ou des gens de plus de 50 ans et que je leur dis est-ce que ça vous plairait aussi qu'on vous explique vos consignes? Ils disent oui. Donc, encore une fois, ce n'est pas un sujet de génération, c'est un sujet de culture. Toute la culture a changé. Et donc, j'ai 55 ans, j'ai envie aussi d'avoir un rapport à l'autorité un peu plus intelligent, un peu plus expliqué. Sauf que quand j'ai accepté pendant 25 ans et que j'ai pris ce pli-là, c'est compliqué de leur mettre en cause. Les jeunes gens arrivent n'ayant pas connu rien d'autre. Ils ont connu des parents qui leur expliquaient tout ce qu'ils leur demandaient. Pas tous. Hein. Donc, encore une fois, vous voyez bien que c'est une question de maturité, enfin, une question d'aisance par rapport à des codes qu'on n'a pas connus ou bien qu'on a trop connus. Viviane nous dit, je crois qu'à 20 ans, toutes les générations ont pensé pouvoir refaire le monde, mais je suis d'accord avec ce que dit sur un nouveau. Oui, alors oui, vous avez raison, on est tous le vieux de quelqu'un, hein, si on va par là. Donc oui, et c'est une bonne nouvelle. Quand on en arrivera à une génération qui n'a pas envie de refaire le monde, c'est là pour moi qu'il faudra s'inquiéter. Voilà. Après, il faut trouver un juste milieu, pas être trop présomptueux quand on est jeune et pas être trop sourd quand on est plus âgé. On va le voir après avec les stéréotypes, vous allez voir. On a une question en cours de rédaction, mais on peut peut-être
y répondre également sur le troisième temps. Comme vous voulez. Alors, on peut revenir à la présentation. Merci beaucoup. Alors, du coup, nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Cette phrase a été prononcée par Socrate, donc c'est pour vous dire à quel point nous sommes tous les vieux de quelqu'un et qu'effectivement, on est toujours dans ce débat de pour certains, c'était mieux avant et pour les autres, on va faire mieux que vous. Hein, d'accord? Donc, faut se détendre par rapport à ça. Il faut avoir une autre posture qui n'est pas une posture d'opposition, mais une posture de co-construction. Voilà. Et c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec le mélange. Alors, qu'est-ce qui va freiner? Ah, c'est allé trop vite, plus vite que ce que je le voulais. Qu'est-ce qui va freiner? Je reviens. Qu'est-ce qui va être comme frein dans les relations intergénérationnelles? Et là, j'ai commencé un peu à vous l'annoncer, mais on a trouvé des résultats très contre-intuitifs sur ce qu'on imaginait. Souvent, en ce qui concerne la diversité, on a l'impression que ce qui coince entre les groupes est proportionnel à la différence entre les groupes. On a l'impression que plus on est différent de l'autre, et moins on va le comprendre, et donc plus on a de stéréotypes, et plus c'est compliqué. Ça peut être vrai sur certains critères, ben, il se trouve que sur l'âge, c'est pas ça qui fait qu'on est en conflit, c'est pas l'éloignement, c'est au contraire la proximité. Je m'explique. Quand on analyse les relations entre les générations, on regarde d'un côté, alors ce que j'ai appelé, pour faire simple, le syndrome du grand-père. Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre les plus jeunes et les plus vieux? Prenons les deux catégories d'âge les plus extrêmes dans une organisation. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe pas bien au niveau des codes comportementaux. Ça, c'est ce qui coince. C'est-à-dire, on va reprocher la façon de s'habiller, la façon de parler, quels sont les codes de bienséance, parce que effectivement, les plus jeunes ne vont pas percevoir que ce comportement-là, il peut être un peu décalé ou méprisant, eu égard aux codes que les générations d'après peuvent avoir. Ça, c'est ce qui coince. Mais une fois qu'on a dépassé ces codes comportementaux, on constate que finalement, dans le travail, c'est-à-dire une fois qu'on s'est apprivoisé et qu'on se connaît et qu'on a dépassé comme ça ces stéréotypes, eh bien, finalement, ça fonctionne assez bien. Alors, ça fonctionne assez bien pour une raison relativement simple, c'est que, il y a un tel écart d'âge entre ces gens-là qui sont très rarement en concurrence frontale, donc ce qui évidemment détend les relations, et deuxièmement, il y a effectivement le fait que les boomers vont assumer une espèce de posture de grand-père, c'est-à-dire je pourrais avoir un petit-fils ou une petite-fille de votre âge. Et d'un seul coup, il se pose, alors de père ou de grand-père, on va dire, ou de mère ou de grand-mère, il peut se poser comme ça un truc et qui fait que souvent, on a une forme de tolérance qui va s'installer de la part des plus âgés envers les plus jeunes. Et moi, je le vois tout le temps, par exemple, avec l'équilibre des temps de vie, avec le fait que les réunions doivent se terminer à l'heure. C'est toujours les plus âgés qui disent aux plus jeunes, allez-y, allez chercher vos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit bien que l'éloignement d'âge ne crée pas de conflit majeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En revanche, là où ça coince, c'est entre les X, c'est toujours très statistique ce que je vous raconte, entre les X et les plus jeunes. Et pour ça, j'ai une métaphore assez intéressante. Imaginez, repas de famille à nouveau, mais cette fois de façon plus réduite. Les deux parents, les deux enfants. Un enfant de 11 ans, un enfant de 17. Celui de 11 dit à ses parents, bonne entente, vous voyez, on est le dimanche midi à table, tout va très bien. Et l'enfant de 11 ans dit, est-ce que je peux aller au cinéma avec mes copains cet après-midi? Bon, et là, les parents disent oui. Et à ce moment-là, le grand frère de 17 ans dit, bah non, non, vous ne le laissez pas sortir. Parce que moi, à son âge, j'avais pas le droit de sortir. Il n'y a aucune raison que lui ait le droit alors que moi, je n'ai pas eu le droit. Et là, vous mettez les parents devant un cas de conscience terrible. C'est le choix de Sophie. Parce qu'à ce moment-là, soit ils disent au petit, bah oui, il a raison, souci d'équité, il n'a pas pu sortir, donc non, tu sors pas. Là, vous mettez le petit en guerre contre les trois autres, et là, ça va être chaud. Soit vous dites, bah oui, mais les temps ont changé, et puis tu comprends, lui, c'est pas pareil, parce que blablabla. C'est-à-dire, j'ai évolué et je me suis détendu, parce que c'est ce qu'on vit tous en tant que parents, on se détend toujours avec les suivants par rapport au premier. Et alors là, vous mettez l'adolescent de 17 ans en guerre contre les trois autres, ce qui est évidemment pas mieux. Qu'est-ce que pourrait faire le grand frère de façon très constructive? Au lieu de s'opposer au petit frère, au lieu de dire, il n'a pas eu, je n'ai pas eu, il n'aura pas. Parce que vous comprenez bien qu'en l'empêchant d'avoir, moi, je ne remonte pas dans le temps. Cet adolescent ne va pas remonter à l'âge de ses 11 ans pour pouvoir aller au cinéma. Donc, de toute façon, il ne gagne pas à faire la guerre. Par contre, il pourrait gagner en surfant sur l'audace de son petit frère. Il pourrait dire, bravo, chers parents, vous êtes très progressistes, je note, moi, je n'avais pas le droit, mais tant pis, je ne vous en veux pas, et c'est très bien que mon petit frère, que j'aime beaucoup, puisse aller au cinéma.
Mais du coup, moi, j'irais bien en boîte samedi soir. Vous voyez, ce qui est hyper intéressant, c'est justement de surfer sur cette audace pour que ça profite à tout le monde. Parce que s'il empêche son petit frère d'aller au cinéma, c'est la guerre civile à la maison et tout le monde a perdu. Parce que lui ne remontera pas le temps. Et le petit frère, à la moindre occasion, il va se venger pour dire à ses parents à quel point le grand frère, il n'est pas sérieux et qu'il ne faut pas le laisser aller en boîte, même s'il le demande un mois après. C'est ça pour moi la question de comment bien vivre ensemble. C'est comment, au lieu de se construire en opposition, on se construit ensemble en essayant de profiter de comment l'entreprise est en train de bouger, comment l'organisation est en train de s'ouvrir à de nouveaux modèles managériaux, à de nouveaux modèles d'équilibre des temps de vie, pour que ça profite à tout le monde. Et si les plus jeunes ont une audace qui permet aux autres d'en profiter, mais tant mieux. Et à ce moment-là, autant que les autres accompagnent l'audace plutôt que de se dire, ces jeunes, ils veulent plus rien faire. C'est des paresseux. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'équilibre des temps de vie, leur vie de famille, le travail ne les intéresse plus, parce que c'est ça le stéréotype majeur qui existe aujourd'hui envers les Y et surtout envers les Z. Donc c'est finalement la proximité d'âge qui crée les conflits les plus importants, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Je vous ai amené un exemple avec l'équilibre des temps de vie. Alors encore une fois, un verbatim ne fait pas preuve, mais j'ai trouvé intéressant de vous amener des verbatims sur l'équilibre des temps de vie. Vous avez une Y qui nous dit ce qu'on veut, c'est de la flexibilité. Eux, c'est le présentéisme, c'est lié au profil des managers. Nous, on n'est pas trop sur le présentéisme, on a de nouveaux outils, blablabla. Regardez ce qu'un X répond. Nous, on ne le vit pas très bien car on est dans une culture de fidélité à l'entreprise et on est regardé comme des dinosaures par les jeunes qui disent que leur priorité, c'est le temps. Pour leur famille, c'est brutal. Ils le vivent comme une agression, en fait. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi est en train de foutre par terre tout mon modèle et est en train de me dire, en fait, tu n'aurais jamais dû accepter tout ça. Donc évidemment qu'ils le vivent avec brutalité. En revanche, ceux qui sont très éloignés de ça, ceux qui ont 30 ans de plus, ils sont plus dans ces problématiques-là, et notamment des problématiques de parentalité. Donc ils disent, ils ont raison. Les jeunes papas de 30 ans, ils veulent aller chercher leurs enfants à l'école et me disent souvent, pas de réunion à 7 heures, je dois récupérer mes gamins. Et en même temps, ils sont très, très impliqués dans leur boulot. Alors évidemment, c'est schématique de vous le présenter ainsi et j'ai choisi des verbatims qui vont dans le sens de ma démonstration, j'assume. Néanmoins, on a bien toujours un peu, enfin, on a souvent, en tout cas, cette double perception du discours des Y et des Z qui n'est pas du tout interprétée de la même façon par les X, ceux qui sont proches, et par les boomers, ceux qui sont plus lointains de ces problématiques-là. Donc ça lève le sujet des stéréotypes, et en fait, pour bien comprendre comment les stéréotypes peuvent polluer les relations entre les générations, il faut comprendre que dans un écosystème tel que le vôtre, dans tous les écosystèmes, les stéréotypes ne concernent pas uniquement l'image qu'on a des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un hétérostéréotype. Si je vais dans une entreprise ou dans une organisation très, très jeuniste et que je vais interroger les jeunes sur les boomers, ils vont me donner un stéréotype. Ils vont me dire les boomers, ils sont déconnectés, démotivés, ils sont pas agiles, ils sont fatigués, ils sont lents, etc. Je risque d'avoir, pas sûr, hein, mais je pourrais avoir un stéréotype comme ça très négatif. Qu'est-ce que ça génère? Ça peut générer ce qu'on appelle un auto-stéréotype. L'auto-stéréotype, c'est l'image qu'on a de son propre groupe d'appartenance. Si je suis, moi, si j'ai 55 ans dans une entreprise ou dans une organisation très, très jeuniste, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut dégrader l'image que j'ai de moi-même, eu égard aux stéréotypes qui existent envers moi. Et enfin, écoutez bien parce que c'est moins intuitif, mais c'est très, très impactant, ça peut générer ce qu'on appelle un métastéréotype. Le métastéréotype, c'est l'image qu'on se fait du stéréotype que les autres ont envers moi. L'image qu'on se fait du stéréotype que les autres ont envers moi. C'est si j'allais interroger ces boomers dans cette organisation en disant, d'après vous, dans votre organisation, qu'est-ce que les jeunes pensent de vous? Alors là, je ne vous raconte même pas les contenus qu'on recueille. C'est-à-dire qu'on est presque sur un métastéréotype qui est encore plus négatif que l'hétérostéréotype. Ils nous prennent pour des dinosaures, ils sont persuadés qu'on ne veut plus rien faire, etc. Qu'est-ce que ça crée, ce métastéréotype? Ça peut créer de l'autocensure. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, vu mon âge, dans cette boîte, on ne veut plus de moi. Si on veut plus de moi, ça veut dire que j'arrête de parler en réunion, j'arrête de candidater sur un poste, j'arrête de négocier mon augmentation, et donc je finis par donner raison. Mais ça marche pour les plus jeunes. Vous voyez bien que ce n'est pas lié aux boomers. Si dans une organisation, il y a des stéréotypes très négatifs sur les jeunes pousses qui viennent d'arriver, sur ces thèmes qu'on a déjà vus, hein, il n'y a que la vie privée qui les intéresse, ils ne veulent plus bosser, ils sont impatients, ils sont zappeurs, tous ces contenus de stéréotypes-là, effectivement, c'est compliqué de prendre la parole en réunion parce que si je me dis, de toute façon, il a une telle mauvaise estime de moi que quoi que je dise, il ne va pas m'écouter,
ou bien je ne vais pas candidater parce que je suis sûr qu'il pense que je suis trop jeune pour occuper cette fonction. Vous voyez, des stéréotypes sur le manque de maturité. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça pour que vous compreniez à quel point les relations entre les générations sont potentiellement polluées par toutes sortes de stéréotypes, mais à tous les étages. Et donc, il faut travailler sur tous les étages. Quelle image on a des autres générations? Quelle image on a de notre propre génération? Et quelle image on pense que mon organisation peut véhiculer sur ma génération? Et c'est en travaillant sur les 3 étages, évidemment, ensemble, hein, pas par des petits groupes d'âge, ensemble, que vous pouvez déconstruire ces stéréotypes. Le contenu de ces stéréotypes, regardez, ils sont intéressants. Hein. On a mesuré ces 3 étages et puis on les a mis par génération. Alors, c'est intéressant. Chez les Y, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du positif. Nouvelles technologies, polyvalent, ambitieux, dynamique, innovant, blablabla. Puis alors, regardez les contenus négatifs. Hein. Manque de rigueur, inconsistant, irresponsable, irrespectueux, impatient, inexpérimenté. Si vous allez de l'autre côté, vous voyez que c'est très intéressant parce que chez les boomers, vous avez l'équivalent du positif et du négatif. Et regardez comment s'en sortent bien les X, finalement. Les X, ils s'en sortent bien parce qu'ils sont dans la compensation. Ils disent, et ils sont perçus comme, on a encore de l'énergie, donc on n'est pas vieux, mais on est encore un peu jeune. Vous voyez, et donc, c'est là que vous avez cette stratégie de compensation. Et souvent, chez les X, vous avez comme ça cette image, cet auto-stéréotype qui est plus positif que ce que l'on peut penser d'eux en général. Voilà, 5 clés pour faciliter les relations entre les générations, ce qui nous laissera du temps pour débattre. On l'a dit, compréhension et tolérance, intégrer le filtre culturel aux générations dans les relations, très très important. Ne cherchez pas à juger l'autre eu égard à votre perception. Questionnez la personne. D'abord, on ne juge pas, mais questionnez-la. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne différemment de moi? Et si vous prenez ce pli, vous allez voir que ça va vous servir pour bien d'autres catégories que l'âge. C'est vrai pour la religion, c'est vrai pour la culture, c'est vrai pour le genre. Pourquoi il ne comprend pas les choses comme moi? Et plus vous allez questionner l'autre, plus vous allez vous autoriser à essayer de comprendre l'autre dans son fonctionnement, plus vous allez accumuler d'informations et plus vous allez réduire les risques d'utiliser les stéréotypes. Les stéréotypes sont des systèmes de croyances qui remplacent la connaissance. Votre cerveau, c'est une machine absolument extraordinaire. Hein, c'est pas une très belle image, mais c'est le moteur d'une Ferrari, hein, votre cerveau. Sauf que cette Ferrari, si vous ne mettez pas d'essence dedans, elle ne fait pas 10 mètres. Voilà. Donc, être intelligent sans matière, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas penser sur du vide. Donc, rentrer dans le prisme de l'autre, questionner, installer le débat, installer le mélange, c'est évidemment une façon de lutter contre les stéréotypes et de connaître l'autre, non pas eu égard à l'âge qu'il a, mais en tant que personne à part entière. Le compromis, trouver un équilibre entre les besoins différents liés à l'âge et le maintien d'une culture. Bon, bah, c'est l'intervalle qu'on va essayer de créer. C'est quoi une entreprise? C'est quoi une organisation inclusive? C'est une organisation dans laquelle il y a une culture d'entreprise, d'accord? Mais une culture d'entreprise un peu élargie. Vous voyez, il y a des bornes claires. On ne peut pas aller au-delà de telles limites dans ses comportements, dans sa façon de parler, dans sa façon de manager, blablabla. Mais à l'intérieur de cet intervalle, on va tolérer un peu plus d'hétérogénéité. D'accord? Le partage, on l'a dit, se mélanger, investir la culture d'entreprise comme un outil de lien social. Alors là, on a dit, hein, il y a des outils officiels, il y a des outils explicites comme le mentoring ou le reverse mentoring, comme les groupes projets. Et puis, il peut y avoir des initiatives plus extra-professionnelles qui permettent aux gens de se mélanger indépendamment de leur âge. Alors, c'est éloigné en termes de taille et d'activité, mais je me souviens, chez ANP Assurance, à une période, il y avait une fois par an, ils organisaient ce qu'on appelle la journée des 30. Alors, c'était quoi la journée des 30? C'était une journée vraiment off où les gens faisaient plein d'activités plutôt sympas, ils mangeaient ensemble, etc. Et en fait, on réunissait sur cette journée les gens qui avaient 30 ans dans l'année et les gens qui avaient 30 ans d'ancienneté dans l'année. Et c'était évidemment un alibi pour se mélanger les générations. C'était amusant de voir des gens dire « Waouh, l'année où je suis né, toi, tu es rentré dans cette entreprise. » Ou inversement. Et donc, ça crée comme ça un alibi, en fait, un peu extra-professionnel pour se faire parler les générations. L'humilité, évidemment, ne pas penser que dans la génération dans laquelle on est, on a forcément raison par rapport aux autres. Bon, et c'est vrai pour tout le monde, hein, quelle que soit la génération à laquelle on appartient. Il y a probablement du bon et du mauvais dans toutes les périodes de notre histoire et toutes les périodes de notre société. Et puis, évidemment, l'équité de traitement, accompagner toutes les générations sans délaisser, évidemment, la génération X.
Voilà, alors c'est quelques clés, hein, c'est pas un plan d'action, hein, c'est quelques clés sur qu'est-ce que ça peut éveiller en vous comme envie de posture ou clé de compréhension par rapport aux autres. Voilà, messieurs, dames. Alors on peut. Merci beaucoup, Patrick. Mais je vous en prie. On a des réactions. Alors, Christophe. On va peut-être les reprendre. Voilà, Christophe, d'abord, je vous laisse. Vous voulez que je lise? Alors, il faut reconnaître toutefois que les jeunes générations veulent parfois tout et leur contraire, de la liberté, mais être bien guidées. Le choix leur fait peur. Tout en télétravaillant, mais avoir un bureau qui leur est réservé à l'étude, c'est à la fois enrichissant, mais un peu déstabilisant. Oui, je vous comprends, c'est déstabilisant, oui. Je pense qu'on est allé très vite et que ces générations, ces jeunes gens, sont en train de renverser la table, et c'est pas une table de camping, oui, voilà, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, voilà. Ça veut dire que tout se joue dans le compromis, tout se joue dans quelque chose qui est entre deux. Ne pas se fermer à ce qu'ils peuvent dire parce qu'il y a des choses intelligentes, et puis ne pas dire oui à tout parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas l'être, voilà. Donc, faut trouver un entre-deux. C'est un peu le point de mon point numéro 2 sur le compromis. Je suis assez d'accord sur l'aspect déstabilisant. Après, ne pas non plus les réduire, hein, en considérant que tous les jeunes sont identiques, bien sûr. Oui, Karine dit également qu'elle est arrivée dans une petite étude avec un maximum de Z et elle a été très bien intégrée. Elle y a trouvé un apport et elle a trouvé effectivement que tout ça rendait, cette diversité permettait d'apaiser les jalousies, voilà, qui peuvent parfois exister. Eh bien, merci Karine. Voilà. C'est un très bon témoignage. Malika Bellili qui rajoute également voilà, parfois des difficultés à comprendre. Effectivement, c'est ce que vous expliquez, Patrick, finalement, c'est déjà de se comprendre. Hein, d'où la raison de questionner, finalement, en tant que manager, poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre l'autre. Mais voilà, le constat aussi que beaucoup sont indécis, hein, sur leurs souhaits. Parfois, elle met en illustration 35 heures, c'est trop, 3 000 € net par mois, c'est pas assez. Voilà, donc une fois qu'on a compris, on peut ne pas forcément aussi adhérer à ces demandes. Oui, mais j'ai un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous savez, la vérité est toujours dans l'entre-deux, voilà, ça c'est très très clair, et surtout, je pense que plus on vit une révolution irréversible et forte, moins ça peut se faire dans la ouate, c'est-à-dire moins ça peut se faire tout de suite par un point médian. Si je prends la parabole de ce qui se passe avec le sexisme et avec tous les enjeux de mixité, et notamment avec le boulet de canon MeToo, vous voyez bien qu'on on est dans une période où, vous savez, cette espèce de boulier là où on lance une boule et puis ça. Bon. Pendant un temps, en fait, la boule, elle repart avec l'intensité avec laquelle vous lâchez la première. Et donc, plus on vit une révolution importante et plus il y a en écho des réactions extrêmes et radicales. Et puis, avec le temps, ces postures un peu radicales, elles finissent par se calmer et puis la vérité arrive au milieu. Et ça, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que, bien sûr que dans tous ces mouvements-là, il y a des postures très très radicales et des revendications très fortes et des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est compliqué parce que ça crée de la charge mentale et il ne faut surtout pas rentrer dans une posture de qui a raison et qui n'a pas raison. Mais plutôt prendre la liste et de dire, OK, dans ce qui est proposé, qu'est-ce qui est intelligent et pas. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une génération soit plus intelligente qu'une autre. Elle est juste animée par des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ça la difficulté, c'est que ne pas donner raison en bloc, en considérant qu'il faut que tout ce monde qu'il nous propose est meilleur que l'ancien. Mais par contre, avoir l'humilité d'accepter que peut-être on a pu faire des erreurs et que dans ce qu'il propose, il y a des choses intelligentes. Très bien. Alors, Isabelle nous demande notre avis sur un lien que je n'ai pas été voir. Non, c'est le questionnaire de satisfaction. Ah, voilà, c'est ça, pardon. J'allais conclure justement là-dessus. Je ne sais pas si il y a d'autres questions de la part des participants. N'hésitez pas. Alors, sachez que cette conférence sera disponible en replay. À tous ceux qui veulent la revoir, n'hésitez pas à envoyer votre adresse email si besoin ou dans le chat.
N'oubliez pas de remplir le questionnaire, justement, satisfaction. Vous avez le lien ici. Moi, je tenais à remercier donc Patrick pour cette intervention. Je crois qu'elle nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Effectivement, on a beaucoup de commentaires de remerciements. C'est très éclairant. On prend conscience que ça n'est pas simple, mais qu'il faut réfléchir et puis ne pas hésiter à questionner, à ouvrir le dialogue. Je crois qu'on a tous un intérêt à avancer comme ça. Et encore vraiment merci pour ces explications qui sortent un peu de notre quotidien, je dois dire, parce qu'on n'est pas habitué à ce type de formation dans notre métier. Et ça nous met en éveil et vraiment merci. Merci à vous pour l'accueil, pour l'organisation. Je vous ai mis une bibliographie à la fin du support que je vous ai mis là. Si le sujet vous intéresse, alors on a fait le choix que de bouquins en français et on a l'étude dont je vous ai parlé de 2016 que vous voyez d'Auvergne et Charnetsky. C'est libre de droit parce que ça a été financé par l'UE. Et donc, c'est un document que vous pouvez télécharger en PDF, prendre des captures d'écran, l'utiliser autant que vous le voulez en interne. C'est totalement libre de droit. Voilà. Très bien. Merci. Merci à toutes et tous. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.